Bonjour, bienvenue pour une vidéo du cabinet Landau Associés. Alors, on fait souvent ensemble des vidéos courtes et que l'on essaie de rendre vivantes. Là, on va être sur quelque chose de plus dur. Accrochez-vous. Il y a la nouvelle loi 3DS. Elle est importante. Elle n'est pas importante parce qu'il y aurait 3 ou 4 grandes réformes qu'on retiendrait tous. Elle est importante parce qu'elle est riche d'un très grand nombre de petites mesures, mais qui chacune, prises séparément, sont à connaître dans la vie publique et notamment territoriale. Alors, regardons tout ceci ensemble. Oui, je sais, c'est un peu indigeste, mais allez, on se fait comme une formation, on déploie ensemble, page après page, un diaporama, et on regarde ceci, histoire d'apprendre à gérer tous ces nouveaux outils qui arrivent dans notre boîte à outils territoriale. D'abord, regardons ensemble tout ce qu'il y a en matière de structure locale, de décentralisation, d'intercommunalité, même si là aussi ça fait un peu fourre-tout. Le projet de loi initial visait à prévoir des différenciations territoriales fortes, des mesures de démocratie locale et des chefs de filat. Sauf que sur ces différenciations territoriales et ces fameux pouvoirs normatifs qu'on donnait aux îles locaux, on a arrêté des principes, mais en réalité on ne va pas super loin. Et le principe de différenciation territoriale est ancré dans la loi, certes, mais là aussi, prenons ça comme une étape et non pas comme une grande réforme. On peut se dire « Ah, mais non, quand même, dans le Code général des collectivités territoriales, il y a l'article L111131 qui nous dit bien qu'on peut avoir des différences territoriales quand j'ai des différences de situation avec une certaine proportionnalité. » C'est déjà le mode d'emploi du Conseil constitutionnel et le mode d'emploi du juge administratif. Alors, rien de neuf. Et des différences territoriales, on en a. Collectivité européenne d'Alsace, le régime de la Corse ou de l'Outre-mer ou de l'Île-de-France, de la métropole de Lyon, etc., etc. Mais bon, allez, c'est inscrit et c'est à corréler avec la suite du texte. La suite du texte nous permet aux régions, mais dans un cadre plus large qu'aujourd'hui, et aux départements, et ça c'est nouveau, de demander des réformes législatives ou réglementaires permettant de mettre en œuvre cette différenciation. Enfin, donc vous aurez noté que je peux juste le demander. Derrière, le législateur ou le pouvoir réglementaire, national, il fera bien ce qu'il veut. Oui, mais, c'est inscrit, c'est prévu. Aujourd'hui, on peut déjà le faire, mais c'est prévu et avec l'obligation de répondre pour les pouvoirs législatifs ou réglementaires si on leur demande ce genre de modifications en pratique. Donc du coup, il y a quand même quelque chose d'un peu de neuf quand même. Toujours dans la réinvention de l'existant, mais qui permet d'afficher des choses ou des symboles, on a également la reconnaissance d'un besoin de différenciation quand on parle des communes insulaires métropolitaines qui sont dépourvues de tout lien avec le continent en matière de leur rôle social, environnemental, culturel, paysager. Ça pourra avoir plein de conséquences. S'agissant de l'outre-mer, il y a déjà des dispositifs. Bon, ça les aidera à demander ce genre de choses. Pareil pour la Corse, pour ce qui est du phénomène de spéculation foncière, avec là, cette fois-ci, un rapport pouvant conduire ensuite à titre expérimental à des ajustements, notamment pour ce qui est du droit de préemption. Et plus significatif apparemment, on a un article qui nous dit « Ah, et puis dans les conditions fixées par la loi, les collectivités territoriales disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. » En réalité, rien de neuf. Le Conseil d'État disait déjà ça au début du XXe siècle sur le fait que quand j'ai un service, eh bien, je peux prendre des mesures relatives à son organisation. Mais bon, le principe est fondé, combiné avec ce qu'on vient de voir, ça a l'avantage d'être rappelé et d'indiquer que c'est un petit peu la norme que de pouvoir le faire. Mais derrière, dans quel domaine va-t-on pouvoir faire cette réglementation ? Je vous ai mis là un extrait d'un rapport de l'Inspection générale de l'administration que j'ai trouvé très intéressant, qui a tenté de lister ces domaines. Et puis pour le reste, il y a énormément de choses dans ce texte. Allez, par exemple, qui vont dans le sens de cette souplesse. Aujourd'hui, j'ai une fixation obligatoire paritaire dans les conseils d'administration de CCAS ou de CIS, ça change pas, mais désormais, je pourrais fixer librement le nombre de personnes. Très bien.
Quelques ajustements aussi sur la composition des commissions consultatives des services publics locaux. Bon, CSPL, pourquoi pas, les associations locales vont pouvoir remplacer par usagers et autres habitants intéressés. Je vais pouvoir ne pas passer par des associations, mais par d'autres structures. Je pense à Chambre de consommation en Alsace-Moselle. On peut penser à d'autres structures qui ne seraient pas forcément associatives. Liberté aussi de fixation des redevances d'occupation pour les chantiers. Mais enfin bon, les libertés sont toujours surveillées en droit français, en l'occurrence dans le respect d'un plafond fixé par décret. Liberté aussi pour fixer le nombre de vélos dans les trains. Il y a des règles nationales là-dessus, mais bon, après tout, si on est sur des services d'intérêt régional, pourquoi pas laisser les conseils régionaux le fixer? C'est logique. Très bien. Quelques ajustements également sur la fracture numérique. Quelques nouvelles possibilités également sur les délégations de compétences. Alors, il y a plein de délégations de compétences. Mais celle dont nous parlons, qui est celle de l'article L1111-8 du Code général, c'est celle qui permet entre collectivités, puis il y a l'article d'après entre collectivités et État, de se transférer par convention la gestion de compétences. 2 changements sur ce point. Premier changement, ça va pouvoir s'appliquer pas seulement à la gestion, à une compétence, à l'exercice d'une compétence plus précisément, mais aussi plus modestement à la réalisation ou à la gestion de certains projets, si ce sont des projets structurants pour le territoire. Premier assouplissement. Deuxième assouplissement, extension de ce régime qui est aujourd'hui entre collectivités aux établissements publics à fiscalité propre. Il y a des régimes de convention entre départements ou régions et EPCI à fiscalité propre dans différents domaines. Mais là, on est d'une manière générale. Sauf que, attention, si vous voulez faire ça avec votre EPCI à fiscalité propre, accrochez-vous. Parce qu'il va falloir l'accord unanime des conseils municipaux et en plus une modification de vos statuts en ce sens. Comme toujours, en droit français, on dit qu'on s'assouplit, mais enfin, vous voyez, l'assouplissement n'est pas tout à fait achevé dans sa simplicité. Assouplissement aussi sur la composition des CTAP qui peuvent être fixés dans leur composition, concertation de l'action publique, une par région, par accord conseil départemental, conseil régional et majorité des conseils municipaux et des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre. Tel que le texte est rédigé, est-ce que c'est la majorité de ce petit monde-là ou de chacun de ces 2 collèges? On peut en discuter. En matière de tourisme, autre souplesse, mais enfin qui vient là aussi apporter une nouvelle pierre à un édifice considérablement baroque, d'une grande complexité. Depuis 2015, on a beaucoup modifié l'organisation de la compétence touristique. Et il faut avoir en tête que rien que sur la question des marques protégées ou des communes ayant des offices de tourisme, il y a plusieurs modifications, que ces modifications ne sont pas à confondre avec la notion de commune touristique et ne sont pas à confondre avec l'intercommunisation de la taxe de séjour, en retenant qu'il y a par ailleurs une compétence partagée, notamment depuis la loi engagement de proximité du 27 décembre 2019. Ouf. Eh bien, ce qui change, et c'est ce qui apparaît ici, c'est qu'on a une extension aux communautés urbaines et communautés d'agglomération et métropoles d'un régime qui était prévu pour les communautés de communes et qui permet pour les communes touristiques, stations classées ou non, de récupérer la compétence sous certaines conditions. Oui, mais conditions qui sont elles-mêmes réécrites spécifiquement pour les communautés urbaines, communautés d'agglomération et métropoles. Ouf. Si on a un déséquilibre du tissu commercial dans le périmètre d'un SCOT, alors le PCI ou les EPCI et le groupement en charge du SCOT peuvent se mettre d'accord pour dire « Ok, on va dans ces cas-là entrer dans un régime qui permet de négocier avec les employeurs et les salariés, les organisations syndicales de salariés, pour remettre en question les conditions, par exemple, de travail dominical ou autre. Comme vous le savez, il y a les boulangers qui doivent prendre au moins un jour de repos par semaine, ou boulangerie, plus largement. Vous avez le travail dominical, mais avec des régimes particuliers sur l'Alsace-Moselle, sur certaines zones économiques. Bon, bah là, on va pouvoir avoir des ajustements zone par zone dans ce cadre-là, mais avec derrière la moulinette des accords collectifs du travail, arrêté préfectoral, un truc assez lourd, Les régions, quant à elles, toujours en matière d'emploi, pourront créer une instance régionale de coordination avec l'action de Pôle emploi. Bon. Et autre élément qui, lui, risque d'être un peu moins consensuel dans les territoires, mais qui était très fortement voulu par le gouvernement, c'est une division par 2 des seuils des droits de pétition. L'idée, c'est de
d'améliorer les liens avec la population, de permettre aux habitants de se sentir impliqués. Donc, pour les pétitions pour demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour, on divise par 2 les seuils. Donc, 1/10 pour les communes au lieu d'un 5e, 1/20 pour les conseils départementaux régionaux au lieu d'un 10e, etc. Et on précise que cette saisine est sur tout objet relevant de la compétence de la collectivité, pour le cas où on en aurait douté. Division par 2 aussi des seuils pour le recours à un référendum intercommunal. Là aussi, on passe à 1/10 des habitants et non pas 1/5. Division par 2 aussi des seuils pour l'initiative de la saisine par les membres du conseil départemental pour une éventuelle fusion région-département. Bon, ok. Demande d'inscription d'un point à l'ordre du jour aussi, toujours dans le même esprit, à la majorité simple des membres pour la conférence métropolitaine des maires de la métropole de Lyon. Bon, c'est pas des choses révolutionnaires. Beaucoup plus important est l'article qui vient maintenant. Il y a pléthore d'outils pour travailler entre communautés ou métropoles et communes membres. Vous avez les conventions ou les autres régimes des articles L51, 11.1 et suivants. Vous avez les conventions de gestion d'équipements ou de services 52, 14, 16, 1, 52, 56, 52, 16, 7, 1, etc. Vous avez les conventions de mutualisation, notamment 52, 11, 4, 1, 51, 4, 2, 51, 4, 3 du CGCT ou 57, 21, 9 je crois. Il y a plein d'outils, plus les outils de groupement de commandes, de droit à la fonction publique et autres. Bon, et parfois gestion de biens, droit individu, etc. Eh bien, on a un nouvel outil, et puis un outil sur les conventions sur l'eau et l'assainissement. Eh bien, on a un nouvel outil. Et ce nouvel outil, c'est qu'on va pouvoir par simple convention, par les conditions, si vous voulez, qui vont passer par une modification statutaire et probablement par convention, transférer à la carte des compétences. C'est-à-dire que plusieurs communes membres d'un EPCI à fiscalité propre peuvent transférer des compétences même si ce n'est pas prévu par les statuts et même si ce n'est que pour certaines communes et pas d'autres. Diable. Les conditions notamment financières de ceci donnent déjà lieu à quelques débats. Souplesse aussi sur les compétences, mais cette fois-ci du côté des communautés urbaines et des métropoles. Les communautés urbaines, par exemple, dès le 31 décembre 1966, se sont vues attribuer l'ensemble de la voirie. Oui, mais on utilisait des conventions, justement, le même régime que celui qu'on utilise aujourd'hui, pour retransférer auprès des communes que les communes continuent à gérer telle ou telle voirie si on le souhaitait. Ça s'est fait un peu partout, et ça se fait encore. Bizarrement d'ailleurs, c'est à la mode dans les préfectures de nous dire que ces régimes ne sont que transitoires, ne peuvent pas être pérennes. On ne voit pas en droit pourquoi, mais bon, très bien. Ça posait un certain nombre de problèmes pour plusieurs communautés urbaines qui se faisaient mettre la pression par le préfet à ce titre-là aujourd'hui, sans qu'on sache encore une fois bien sur quelle base juridique le préfet aurait pu contester la légalité de cette convention au motif de leur prétendue non-pérennité. Toujours est-il que c'est bon, c'est réglé. Avec le nouveau texte, on peut bien repasser avec des voiries qui seraient définies uniquement au titre de l'intérêt communautaire, si j'ai un accord de l'organe délibérant intercommunal, de la communauté urbaine ou de la métropole, plus majorité qualifiée des conseils municipaux, majorité simple, moitié, 2 tiers, 2 tiers, moitié, mais sans la minorité de blocage donnée à la ville la plus peuplée, c'est le fait un quart de la population, contrairement à d'autres procédures. Par contre, hors de question de faire sortir de l'intérêt communautaire des voies ou les trottoirs qui vont avec, si ces voies servent pour un transport en commun en site propre, TCSP, ce qui va un peu de soi. Il y a des régimes d'ailleurs de conventions ensuite qui sont prévus, oui, très bien, qui doublonnent un petit peu l'existant d'ailleurs, mais bon. Et pour les communautés urbaines cette fois-ci, pas pour les métropoles, pour les communautés urbaines, pareil, on peut passer à l'intérêt communautaire. Le régime actuel, vous savez, uniquement pour les nouveaux cimetières, pas les anciens, était un peu compliqué. Vous savez tous jouer avec votre commission communale des impôts directs, mais il y a aussi une commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires qui, elle, existe dans le ressort de chaque tribunal administratif. Eh bien, il y a un ajout d'un représentant des communes et des EPCI à fiscalité propre dans cette commission, d'accord. Ajustement également pour le comité des finances locales, possibilité de faire des mariages des PACS dans la mairie de la nouvelle commune pour celles des communes qui sont issues de fusion avant 2010, avant les communes nouvelles. Je ne savais même pas qu'il y avait un problème là-dessus.
En revanche, le Sénat voulait absolument que le gouvernement, voulait absolument que l'Assemblée délibérante se prononce sur la recevabilité d'une pétition par un avis motivé. Là, ce qui est passé est beaucoup plus souple que ce qui était souhaité. La volonté sénatoriale était déçue aussi sur la notion de conférence dialogue État-collectivité. Autre élément, le projet de loi initial prévoyait des chefs de filât extrêmement importants dans la suite des lois précédentes, sur la région, département et bloc local. Bon, en fait, on a un truc un peu plus modeste, qui est simplement un chef de filât pour la transition écologique pour le département, sauf que cette transition écologique, elle est assez claire sur certains aspects, précarité énergétique, etc. Mais par contre, comme on a des chefs de filât pour le bloc local pour la transition énergétique et sur la région, sur d'autres aspects, ce nouveau chef de filât va poser des problèmes de frontières. C'est très clair. D'ailleurs, l'ADCF, donc Intercommunalité de France, ou l'ARF l'ont déjà dit. Il y a également un autre grand volet de cette loi, c'est tout ce qui est mobilité et environnement. Et là, l'État a dit on va décentraliser des tronçons de route nationales aux départements et voire parfois aux régions, s'appuyer sur les collectivités pour piloter l'investissement sur le réseau routier, réforme des ZFE, transfert de gestion pour la propriété des petites lignes ferroviaires et des gares. À peu près tout ceci est passé, ZFE, pas grand-chose. D'abord, un premier détail, un pôle métropolitain, on peut être autorité organisatrice de mobilité quand on est dans certains cas un EPCF qui est propre, région, des syndicats mixtes, ça peut être également un pôle métropolitain. En réalité, c'est plus une sécurité qu'une nouveauté. Pour l'Île-de-France, il y a toute une série d'ajustements pour les JO de 2024, bien. Pour le Mont-Saint-Michel et sa compétence mobilité pour l'établissement public concerné, très bien. Et puis là, on va arriver à quelque chose qui est plus sensible déjà. Le tarif de l'eau et de l'assainissement. L'eau et l'assainissement sont des SPIC, sauf pour les moins de 3000 habitants. On a donc l'obligation d'avoir des budgets M49 eau et assainissement séparés et chacun à l'équilibre financier. À quelques détails près, si j'ai de l'assainissement collectif mais que j'ai des réseaux unitaires, je dois même avoir un financement à part pour la quote-part des eaux pluviales qui se retrouvent dans mon réseau unitaire. Oui, d'accord, très bien. Enfin, mis à part ça, on a quand même des règles strictes. On peut faire des zonages, on peut faire plein de trucs, mais on a des règles strictes. Et il y a des dérogations fixées notamment par les articles 22, 24.2 et au suivant du CGCT sur les prélèvements M14 vers M49 qui sont très très limités. Ça change. Ça change car lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements, je peux prévoir ceci, sinon ça ferait des augmentations excessives de tarifs. Alors vous allez me dire, mais ça existe déjà, ça existe déjà. Mais pour la section d'investissement. Aujourd'hui, tel que c'est rédigé, ça peut, et c'est un alinéa supplémentaire, ça peut conduire aussi aux dépenses de fonctionnement liées à ces investissements, en tout cas à celles-là. Sur le champ d'application, on peut en débattre. Deuxième chose, presque plus surprenante, vous savez comme moi que quand j'ai un service par exemple de déchets, j'ai la possibilité soit de maintenir des zonages tarifaires pérennes parce que j'ai des différentes situations dans l'organisation du service, soit sinon j'ai des périodes d'harmonisation. Oui, mais pour l'assainissement, j'ai aussi la possibilité de garder des zonages pérennes si j'ai des différences, notamment dans mes cycles d'investissement. C'est l'arrêt de 96 du Conseil d'État, Narbonne-Liberté 89, ou une décision plus récente qui l'a confirmé. Mais, et même un peu amplifié à mon avis, mais je n'ai pas, si j'ai des services en réalité homogènes, ou à terme qu'ils deviennent, je n'ai pas de délai maximum d'harmonisation. C'est pour l'instant le juge qui irait éventuellement en censurer la longueur excessive. Il y a même eu une fois où un juge a censuré la brièveté excessive de l'harmonisation. Eh bien, on a aujourd'hui la possibilité de faire un prélèvement du budget général vers le budget eau ou assainissement pendant la période d'harmonisation des tarifications de l'eau. Alors, c'est logique, parce qu'on va récupérer des zonages qui sont, du jour au lendemain, doivent devenir à équilibre, alors qu'avant, ils étaient en dessous les seuils de 3000 habitants, qu'on n'avait pas fait d'investissement dans l'eau, par exemple, depuis longtemps, et c'est logique. Mais c'est une révolution, surtout combiné avec la relative liberté que l'on a pour fixer ces zonages d'harmonisation et les durées d'harmonisation. Pour le reste, il y a un certain nombre de rappels de liberté. Autre élément sur l'eau et l'assainissement. Le Sénat voulait initialement
que l'on puisse ne pas respecter la date limite d'intercommunalisation de l'eau et de l'assainissement au profit des communautés de communes en 2026. Pour les autres, communautés urbaines, métropoles, communautés d'agglomération, c'est déjà fait, vous le savez. Pour les communautés de communes, c'est 2026. Le Sénat disait « non, mais il faut quand même qu'on puisse repousser ça de mandat en mandat, en gros. » Non. Le Sénat n'a pas gagné. Mais ce que le Sénat a gagné, par contre, c'est bon, ok, on garde 2026, mais il faudra faire un débat pour discuter de la mise en œuvre. Ça ne mange pas de pain, tout le monde ne pourra être que d'accord. Tout ceci devant être acté par convention. Déjà, ça nécessite l'accord, c'est déjà un peu plus engageant. Les intercommunautés pourront mobiliser leur budget général au niveau tarifaire, c'est ce qu'on vient de voir. Et les syndicats d'eau infracommunautaires pourront survivre, sauf si l'intercommunalité décide de les supprimer. Confère 5214-21 et R5214-1 et suivant du CGCT. D'accord, avec un certain nombre de textes que du coup, voici. Autre élément pour les syndicats, il y a la possibilité pour par exemple un EPCI à fiscalité propre, syndicat, d'adhérer à un syndicat pour une fraction de son périmètre, dans certains domaines. Ces domaines se retrouvent au deuxième alinéa de l'article L51-61 du CGCT. Eh bien, en plus de ces domaines, pour lesquels vous avez déjà de la mobilité des déchets, etc., s'ajoute désormais la GEPU, gestion des eaux pluviales urbaines, et la DECI, défense extérieure contre l'incendie. Bien. Ajustement aussi pour Aix-Marseille Provence Métropole. Je vous ai prévenu, c'est un catalogue. Boum, boum, boum. Eh bien, à Aix-Marseille Provence Métropole, on a des conseils de territoire. Alors, si vous êtes dans une métropole ailleurs, vous allez dire on n'a pas ça nous, c'est normal. Si vous êtes à la métropole Grand Paris, vous allez dire mais non, c'est la même chose que nos élections publiques territoriaux. Non, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est autre chose que les EPT. Eh bien, ces conseils de territoire sont supprimés. Un certain nombre de compétences sont restituées aux communes. Et pour les relations financières entre métropole et communes qui sont à tout le moins un sujet de tension au niveau local, eh bien, il y a un réexamen de tout ceci par les élus sur la base d'un avis de CRC qui va devoir être rendu à bref délai. On est donc sur des attributions de compensation qui sont versées. L'Assemblée régionale des comptes devra rendre son avis pour septembre. Ensuite, il y aura un débat et il y aura de toute manière un rapport gouvernemental au Parlement pour le 31 décembre 2023. Par ailleurs, il y a, comme vous le savez, une société pour la rénovation des écoles de Marseille qui est constituée. Sur la DECI, on en parlait tout à l'heure sur un autre aspect, là aussi, rapport à venir sur l'organisation de la défense extérieure contre l'incendie et les ajustements nécessaires. On est sur un sujet qui donne lieu à pas mal de difficultés, de tensions là aussi. Sur la GEMAPI, alors, comment vous résumer en moins de 2 heures cette nouvelle réforme? Bon, on va retenir 2 choses. Première chose, il y a toute une série de petits ajustements. Mais le principal est la possibilité pour un syndicat mixte ouvert d'adhérer à un syndicat mixte ouvert. Vous allez me dire, mais justement, la GEMAPI fait partie des rares domaines où on peut le faire. Ben oui, mais c'était pour un EPAGE sous réserve qu'il s'apprête à avoir sa labellisation EPAGE. Oui, je sais qu'il ne faut pas dire labellisation, mais c'en est une. Justement, ça se retrouve assoupli et ajusté. Deuxième chose, plus sensible, et ça peut être sur une fraction du territoire. Deuxième chose sensible, et des ouvertures non labellisées. On a, comme vous le savez, un financement de la GEMAPI par le budget général, par les impôts, voilà, et la taxe GEMAPI, plafonnée à 40 € par habitant, que l'on vote non pas en taux mais en montant. On vérifie que tout ceci correspond bien à des dépenses purement GEMAPiennes et c'est transformé ensuite en taux par notre receveur préféré. Ok. Eh bien, un EPTB qui a toute la compétence peut transformer les contributions qu'il reçoit en contributions fiscalisées. Alors vous allez me dire, oui, mais la communauté peut continuer à lever la GEMAPI. Oui, mais elle peut utiliser lever taxe GEMAPI que pour des compétences GEMAPiennes. Or, elle a tout donné à l'EPTB. Oui, mais il y a dans le 5 bis de ce texte une dérogation qui ouvre une brèche sur ce point. Important à suivre. Sur l'éolien, alors là, autre gros sujet de tension dans les territoires, mais de tension au Parlement aussi.
Alors, qu'a-t-on aujourd'hui? On va pouvoir modifier son PLU par modification simplifiée pour délimiter des secteurs où l'implantation d'éoliennes sera soumise à condition si elles sont incompatibles, mot fort, avec le voisinage habité, l'usage des terrains situés à proximité, qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers, la qualité architecturale, urbaine et paysagère, la mise en valeur du patrimoine ou l'insertion des installations dans le milieu de l'environnement. C'est-à-dire un mot fort, incompatible, mais avec des séries de conditions derrière qui à tout le moins donnent lieu à débat. Et ça veut dire que dans ces cas-là, dans ces secteurs-là, il y aura des conditions à respecter. Le but pour beaucoup de maires étant évidemment de rendre impossible les éoliennes sur ces territoires-là en réalité. Combiné entre la modification simplifiée et ces conditions-là, on n'a pas fini de s'amuser à avoir quelques débats juridiques sur ce qu'on peut faire et pas faire dans ce régime. C'est présenté par le Sénat comme une grande victoire parce que ça redonne du pouvoir aux maires de réglementer leur paysage. C'est un discours qui s'entend tout à fait. Mais nul doute qu'en termes de contentieux, des cabinets d'avocats comme le nôtre allons avoir quelques tâches devant nous sur ce sujet. Moins contentieux, la participation au capital d'une société anonyme ou d'une SAS pour produire des énergies renouvelables, hydrogène renouvelable ou bas carbone se retrouve assouplie et ouverte, même d'ailleurs pour des départements, communes et groupements. Les régions, ils ont déjà un régime en fait là-dessus. Les régions d'ailleurs, les SRADET doivent inclure une stratégie régionale en matière aéroportuaire. Sur les aérodromes d'ailleurs, attention, il y a aussi une disposition sur les aérodromes en zone de montagne qui m'a posé quelques migraines quand j'ai essayé de voir ce que ça faisait sur le terrain concrètement. Et puis il y a la partie voirie. Alors là, la partie voirie, c'est un gros truc. On s'accroche. Bon. Initialement, l'idée, c'était de transférer des tronçons au département. Rien de neuf. De transférer, peut-être à part expérimentale, les tronçons en région. Alors là, hurlement du côté des départements. Bon, on va quand même rappeler que transférer des voiries aux régions, ça s'est fait en 2004, c'est pas nouveau, par la loi Raffarin du 13 août 2004, sur l'outre-mer. Donc, bon, voilà. Et donc... on se retrouve à avoir 32 présidents de département, dont le président de l'ADF à l'époque, département de France, Assemblée des départements de France, qui ont hurlé que c'était un scandale. Mais quand après le projet de loi 4D, devenu 3DS, a failli passer à la trappe, ils ont hurlé aussi. Alors, bon, on fait quoi? Il y a eu beaucoup de versions de texte avec des questions de savoir s'il y a une priorité pour les départements ou pas. Regardons, survolons ça ensemble, même si encore une fois, il faudrait passer une heure rien que là-dessus, et je le ferai, dans quelques semaines, je le ferai. Un décret va fixer la liste des routes, autoroutes et autres portions, tout ce qui n'est pas concédé, que l'on peut envisager de donner aux départements ou métropoles, y compris celle de Lyon, et puis on verra tout à l'heure qu'en réalité ça s'applique aux régions aussi. Dans un délai de 6 mois, tout ce petit monde, département, métropole, délibère pour dire « Ah bah, il y a telle chose que je pourrais récupérer ». Et les régions délibèrent dans le même délai. Et ensuite, ça ne les engage pas, parce qu'ils vont voir qu'ils peuvent se retirer. Ensuite, il y a une concertation de 2 mois, à la suite desquelles on demande de nouveau à ces acteurs territoriaux de délibérer pour confirmer ce qu'ils veulent prendre finalement ou pas. C'était dans un premier temps, c'est on demande à discuter, et dans l'autre, c'est on s'engage. Et le ministre des Transports dispose de nouveau d'un délai de 1 à 3 mois pour finaliser tout ceci, et on se met d'accord, et après il y aura transfert. Avec toutes des règles de transfert que je vous ai tout détaillé là, sur ces pages-là, parce qu'on est obligé d'aller vite. Mais évidemment, le diable est dans les détails, et sur certains trucs, je me pose 2-3 questions. Sauf que on a également la possibilité pour les régions de demander à jouer. Elle le ferait par une expérimentation régionale de 8 ans, avec à miguer, au bout de 4 ans, un point d'étape pour savoir si on pérennise ou pas. D'accord, mais elles le peuvent aussi. Alors, quand vous allez sur un certain nombre de sites, notamment l'ADF ou autres, on dit on a réussi à maintenir le fait qu'on avait une sorte de priorité. Je ne l'ai pas vu clairement établi dans la priorité dans les textes, où il y a un truc qui m'a échappé. Je n'ai pas vu clairement. Donc voici la partie maintenant régionale.
À côté de ceci, il y a un autre aspect sur la voirie qui sont des conventions de maîtrise d'ouvrage. Là aussi, on peut faire des délégations de maîtrise d'ouvrage, on peut faire des maîtrises d'ouvrage désignées qui sont une sorte de co-maîtrise d'ouvrage, parfois quelques autres régimes d'ailleurs aussi. Bon, bah là, on a un régime que voici de conventions de maîtrise d'ouvrage pour des voies avec l'État. C'est notamment pour les voies qui sont en itinéraire d'intérêt régional. Et donc, le texte continue ici et là pour le code de la voirie routière. Voici une partie de documents de l'État, de communication de l'État sur ce projet et qui nous donne des éléments supplémentaires. D'abord, on nous précise ce qui était dit déjà dans les débats parlementaires, que l'on est à peu près sur une épure de 10 300 km qui sont pas décentralisables et autant qui sont décentralisables. Donc on est en gros sur un transfert à venir d'à peu près 10 000 km. Bien, on a des éléments sur la compensation financière ou certains éléments qui nous donnent notamment ce document, je vous invite à le garder parce qu'il donne l'interprétation de l'État sur certains textes qui, moi, m'ont semblé pas toujours très clairs dans la loi. Ça vous permet d'avoir l'interprétation de l'État. Qu'autres éléments de mobilité à avoir à l'esprit? Quelques autres éléments sur SNCF Réseau, Île-de-France Mobilité, c'est l'ancien STIF, le Grand Paris, des transports ferrés légers à la demande, et oui, et la possibilité d'installer des radars. Le texte, ça y est, ça fait longtemps qu'on en parle, se trouve ici, voici sa rédaction. Quelques ajustements sur les contraventions de grande voirie, des conventions possibles sur de l'aménagement et l'exploitation de domaines publics fluviaux de l'État, un siège de plus pour l'ADEME pour les intercommunalités, les régions ont une délégation du parti du Fonds Chaleur et du Fonds économie circulaire de l'ADEME. On devait travailler sur une amélioration de la définition de qui fait quoi sur le recul du trait de côte. Finalement, mis à part les quelques ajustements qu'on a vus, on n'arrive pas à grand-chose. Et les régions vont avoir leur rôle renforcé pour gérer les zones Natura 2000. Sur les sites Natura 2000, justement, on a un plus grand nombre de cas où on va pouvoir avoir un financement, si vous voulez, qui sera considéré comme pouvant être accepté même si on n'est pas sur les minima. On demande aux porteurs de projets d'assurer des minima de financement sur ses propres projets. Eh bien, on a la possibilité d'avoir des dérogations à cette règle sur des questions de biodiversité sur un site Natura 2000. Nous allons voir tout à l'heure qu'on retrouve ça aussi dans la prise en compte des financements des membres. Pouvoir de police et intercommunalité. On va pouvoir intercommunaliser les pouvoirs de police en matière de circulation au profit de l'interco, mais ce n'est qu'en cas de demande des maires. Ça ne fait pas partie de ces nombreuses listes de sujets sur lesquels on a une compétence de pouvoir de police intercommunalisée, sauf opposition des maires, et il suffit de l'opposition d'un maire en début de mandat. Après l'élection d'un nouveau président en tout cas, ou d'une nouvelle présidente, on a 6 mois pour s'y opposer et il suffit qu'un maire s'y oppose pour que le président ou la présidente puisse s'y opposer. Non, là on est dans l'autre régime, celui du B, du 1 du 52-11-59-2, c'est-à-dire le transfert seulement si c'est demandé par les maires. Et donc là on est sur les transferts de circulation, notamment des personnes, véhicules, animaux, domestiques, espaces protégés, aux espaces protégés. Et donc, je le disais, pour les investissements aussi, quand il y a des parts minimales d'investissement, eh bien, les concours financiers qu'on va verser, contributions exceptionnelles ou autres, vont pouvoir être considérés là aussi comme faisant partie des minima. Est-ce que ça va pouvoir faire partie également de ce qui sera considéré comme relevant du FCTVA? Je me suis posé la question, quand on combine les textes, on pourrait en débattre. Ouf! Autre gros volet, c'est l'urbanisme et le logement. Ce qui était dans le texte initial, c'était un peu de SRU, mais pas trop d'ajustements, élargissement des opérations de revitalisation du territoire, ORT, département qui peut faire le PLH d'un EPCI, et une expérimentation de délégation complète de compétences en matière de logement au profit des EPCI. Le texte va beaucoup plus loin, notamment sur les questions de SRU. Aujourd'hui, quand j'ai des communes qui sont hors de leurs objectifs SRU, on a cette formulation du grand 3 de l'article 302.5 du CCH, Code de la construction et de l'habitation. Et ben voilà ce que ce texte deviendrait. Ça s'affiche à l'écran. Et donc on a bien toute une série d'ajustements
et de dérogations possibles qui bouleversent un petit peu quand même l'équilibre de ce qu'est aujourd'hui la loi SRU. Ce sont des volontés clairement sénatoriales sur lesquelles le gouvernement n'a pas eu d'autre choix que de céder, sinon le texte ne passait pas sous cette mandature. On a une pérennisation du régime, bah oui, une suppression de la date butoir de 2025 sur les objectifs de production de logements sociaux et donc des réajustements sur les pourcentages d'objectifs. Très bien. Mais surtout toute une série de dérogations. Alors quand vous regardez la doctrine de l'État, les documents de communication de l'État, on nous dit on a inventé, on a créé, je cite, le contrat de mixité sociale. Il y a déjà des contrats de mixité sociale. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'ils ont une portée juridique qui est réellement renouvelée, puisqu'ils vont pouvoir adapter les objectifs de la loi SRU avec prise en compte des difficultés rencontrées par les communes et des besoins d'intérêt général. Pour 9 ans au maximum. Donc on va pouvoir faire des ajustements de taux et ces ajustements de taux peuvent être mutualisés à l'échelle intercommunale via le CMS. Autrefois on avait déjà la possibilité dans certains cas de ne pas respecter ces engagements loi SRU, mais en fait on payait quand même l'amende, mais on le versait à l'interco qui allait faire des logements, mais avec une formulation, quand le PLH était approuvé par l'État, des formulations qui laissaient la place à des réajustements qui pouvaient donner lieu, dans certains cas, à des calculs différents sur les pénalités. Là, on est clairement sur des réajustements possibles des pourcentages à atteindre, hein, très clairement. Et donc, de nouveaux éléments de dérogation que voici. Donc, on a une disparition de la reprise par le préfet du droit du maire d'attribuer des logements sociaux, possibilité de diversifier les attributions de logements sociaux afin de protéger les résidences fragiles, restitution au cas par cas à la demande du maire du droit de préemption d'attribution des PC, suppression de la majoration de 100% des pénalités en cas de deuxième carencement. Les communes actuellement exonérées parce qu'inconstructibles devront produire 25% de logements sociaux, mais seulement pour leurs nouvelles opérations de plus de 12 mois de logements collectifs ou 800 mètres carrés de surface de plancher, avec des dérogations possibles. Or, si elles sont inconstructibles, bon, voilà. Il y a des règles aussi pour les zones qui sont notamment dans les zones en matière de bruit aérien. Dans la convention intercommunale d'attribution, fixation d'un objectif d'attribution aux travailleurs clés. Voilà, on sent l'effet des confinements récents, qui exercent une activité et qui ne peut être assurée en télétravail. D'accord ? Prolongation de l'expérimentation de l'encadrement des loyers, ok, mais ça peut être ouvert à d'autres communes dans un cadre assoupli. Et puis un EPCI peut être reconnu autorité organisatrice de l'habitat, donc AOH, qui pourront participer à ce titre à la révision des zonages fiscaux et contractualiser avec les bailleurs le contenu de leur stratégie patrimoniale locale. Et puis, facilitation de l'extension des établissements publics fonciers à de nouveaux territoires, transformation plus aisée des résidences de tourisme pour revitaliser le centre-bourg, des zones touristiques. Il y a tout un volet vraiment sur ce qu'on appelle les lits froids. Prolongation de 6 mois des délais sur le zéro artificialisation net ZAN. Tout un volet sur la prise en charge des travaux de réparation lourds des logements pour le retrait gonflement des argiles. Dans certains de ces territoires qui sont concernés par ce phénomène, on passe en état de catastrophe naturelle et tout va bien. Mais c'est pas le cas partout. Donc, on va avoir une ordonnance pour savoir, donc on ne sait pas encore dans quel cas, des financements, même quand on n'est pas en catastrophe naturelle, financement de l'État, des collectivités, à voir. Voici quelques éléments de communication de l'État, surtout ceci, ici. Et là, j'ai trouvé d'ailleurs notamment le tableau bien fait. Et sur les offices fonciers solidaires, on a des choses qui sont plus parlantes que ce qui est dans le texte lui-même et même que dans les débats parlementaires. Sur les ORT, voici le texte et voici ce que l'État nous en dit. Mais ça correspond globalement à l'extension sur des secteurs périphériques et des dérogations sur mesure pour les règles des PLU, comme je le disais tout à l'heure. Le projet de loi initial visait à permettre aux départements d'aider les communes ou communautés à faire leur PLH, toute communauté normalement, hein, ouais. Eh bien, on va avoir la même chose dans le texte final. Les départements peuvent proposer une assistance technique aux communautés de communes pour faire le PLH, mais un EPCI à fiscalité propre peut aussi proposer à d'autres de les aider pour leur PLH. Il y a un volet également sur les chemins ruraux. Alors les chemins ruraux, comme vous le savez, contrairement aux voiries qui sont du domaine public, donc les voies communales, peuvent subir la prescription trentenaire.
parfois on dit prescription trentenale, l'usucapion. Alors, et puis très souvent on a des recensements qui sont très vieux et qui ne distinguent pas toujours entre la partie publique et privée, chemins ruraux, chemins de desserte et voies communales. Eh bien, les communes vont pouvoir lancer un recensement des chemins ruraux. Le temps de ce recensement, la prescription trentenaire est suspendue. Et après, on a 2 ans pour reprendre une nouvelle délibération pour faire un tableau récapitulatif, ce qui permet de voir plus clair et de ne pas se faire avoir sur les prescriptions, ce qui est quand même plutôt pas mal. Autre élément, comme vous le savez, pour les chemins ruraux, on ne peut pas faire d'échange de parcelles. On peut céder un chemin rural, mais faut-il qu'il soit désaffecté en fait, puis je fais une enquête publique, etc. Mais je ne peux pas faire d'échange de parcelles. En pratique, je peux en faire. Mais ça veut dire qu'il faut que je fasse un nouveau chemin rural. Tout le monde va prendre le nouveau chemin rural. Petit à petit, l'ancien chemin rural n'est plus utilisé. Je cesse de l'entretenir, mais doucement, puisque en responsabilité, les gens doivent pouvoir s'attendre à avoir le même entretien que ce qu'ils avaient avant. Donc je fais une baisse progressive. Et après, quand j'ai l'autre qui n'est plus utilisé, je peux vendre le terrain. C'est plus un échange de parcelles. C'est une acquisition suivie d'une cession avec plusieurs années entre les deux. Désormais, je pourrais faire un échange de parcelles avec un régime qui est ici précisé, mais attention, les conditions dans lesquelles je peux le faire sont quand même pas si libres que cela. Et puis, j'ai un régime de financement. Alors, j'ai plusieurs régimes déjà de financement des chemins ruraux. J'ai ce régime nouveau, plutôt rénové, qui a l'avantage d'être plus large que l'existant. On va dire ça comme ça, sur un sujet très délicat. Voir ma vidéo d'ailleurs là-dessus, j'ai fait une vidéo, je ne sais plus, une vingtaine de minutes, je crois, sur les chemins ruraux. À la fin, je parle de ces questions financières. Il y a également un ajustement de tout ce qui est expropriation avec une extension du mécanisme d'acompte sur l'indemnité d'éviction quand j'ai des accords amiables. Évidemment, c'est quand même plus logique de pouvoir faire ainsi, sinon ça pose des problèmes de trésorerie et ne facilite pas les démarches amiables. Sur l'urbanisme et le logement toujours, il y a une autre question foncière, c'est les biens en état manifeste d'abandon. J'ai d'abord la possibilité de récupérer certains de ces biens quand depuis plus de 3 ans la taxe foncière n'est pas payée, mais j'ai surtout la plupart du temps un régime de biens immobiliers et une succession est ouverte depuis plus de 30 ans, et je ne sais pas qui c'est, et j'attends 30 ans. Eh ben non, là je vais pouvoir donc faire désormais dans certains territoires cette acquisition au bout de 10 ans seulement et non plus 30 ans. Mais attention, ce n'est que en cas d'ORT, grande opération d'urbanisme, quartier de la politique de la ville, zone rurale, mais enfin bon, c'est pas mal. Et ça n'enlève rien à la procédure pour les biens en propriété de ne pas payer cette taxe foncière pendant 3 ans. Et il y a un régime de saisine par les collectivités, des directions départementales des finances publiques pour tout ceci. C'est intéressant. Et puis plein d'autres dispositions. Voici celle par exemple concernant Strasbourg, etc. Autre gros volet de ce texte. Eh oui, encore un. C'est tout ce qui est santé, social, enfance, on verra même qu'il y a un petit bout de culturel avec. Alors, ce qui était dans le texte initial, c'était des chefs de fila, SIAS pour les métropoles, un volet protection de l'enfance, une discussion sur la médecine scolaire et les ARS. On retrouve à peu près ces éléments-là, mais pas toujours dans le même ordre et pas avec le même contenu. Il y a un volet, si vous voulez, qu'on retrouve dans la loi protection des enfants également sur l'évaluation de la minorité, le détachement des directeurs des établissements des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance qui passe de la FPH à la FPT. Ok. On a surtout pas mal d'éléments sur les agences régionales de santé. Alors, soyons clairs, hein, dans les agences régionales de santé, le patron c'était et ça va demeurer le DG ou la DG en matière de recrutement, d'achat, etc. Bien. Mais on lui colle quand même un conseil d'administration présidé par le préfet de région, dont 3 vice-présidents sur 4 seront des élus locaux. Réunion du conseil d'administration au moins une fois par mois en période d'état d'urgence sanitaire, avis motivé sur le projet régional de santé, bilan régulier de la diversification médicale et préconisations par ce CA, et les directeurs départementaux des ARS présenteront annuellement au président du conseil régional le bilan de leur action. Bon. Les contrats locaux de santé, qui sont signés par les ARS et les collectivités, le seront en priorité dans les zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins. C'est un peu le cas. Plus important, les collectivités pourront, sur une base volontaire, participer au financement des investissements dans les établissements de santé, publics ou privés, avec sans doute un respect d'égalité de traitement. Les communes, intercommunalités, mais aussi régions et départements, pourront recruter du personnel soignant pour les centres de santé. Vous allez me dire, on le fait déjà. Oui, mais la plupart du temps, on le fait illégalement. Il y a des départements, notamment, qui sont lancés là-dedans en toute illégalité. Donc, on pourra le faire, attention, via des GIP, groupements d'intérêt public.
On a les compétences en matière de zoonose, des départements de sécurité sanitaire, prévention des maladies animales, qui sont sécurisés juridiquement, ce qui sécurise plusieurs structures interdépartementales, comme les LIS par exemple. Les collectivités pourront déterminer aussi, sans condition de zonage désormais, les modalités de délivrance de leurs aides pour les vétérinaires. Autre sujet, le RSA, sujet sensible. Alors, la prise en charge du financement du RSA par l'État sera expérimentée dans les départements volontaires en se concentrant sur le nombre d'allocataires importants afin que les départements puissent se concentrer sur des politiques d'orientation et d'insertion des bénéficiaires. Ça veut dire que les départements, on a déjà eu une recentralisation sur Guyane et Mayotte, recentralisation en cours sur le CD 93. Eh bien, on a ce régime-là qui donc le permet au cas par cas, au fil de l'eau, mais en laissant aux départements leur politique sociale. On est bien sur le financement. Gros volet handicap, chef de fila pour l'habitat inclusif des départements, logique, habitat inclusif qui doit être pris en compte dans les PLH, et c'est des simplifications des régimes d'autorisation des établissements, report à 20 ans des limites d'âge existants. D'ailleurs, c'est à partir de 16 ans qu'on pourra être travailleur handicapé, et ouverture de la possibilité de réaliser un accompagnement à domicile, de simplifier pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Par contre, le Sénat a échoué à récupérer la médecine scolaire au profit des départements. Les métropoles pourront avoir un SIAS, c'est la correction d'un bug en fait. Et alors, il y a eu un grand débat au Parlement sur les intendants, c'est-à-dire les gestionnaires des collèges et des lycées. Le Sénat voulait les récupérer au profit des départements-régions. L'accord final est le suivant. Il reste bien des agents donc de l'État se trouvant à travailler dans les établissements publics locaux d'enseignement, mais ils seront sous l'autorité fonctionnelle, pas supérieure hiérarchique, autorité fonctionnelle, de l'exécutif de la collectivité, donc du président départemental pour un collège, président conseil régional pour un lycée, pour celles des activités qui sont celles de la collectivité, c'est-à-dire restauration, entretien général, maintenance d'infrastructures, équipement. Ce qui est compliqué, mais n'est pas sans logique. Il y a la création pour le département et par le département d'un schéma départemental de la solidarité territoriale. Voici ici des détails. Université et Crous pourraient constituer avec des collectivités, des sociétés dédiées à la construction et à des aménagements universitaires. Et puis, dernier volet, culture. Les collectivités pourront soutenir des nouveaux établissements de cinéma qui font moins de 7500 entrées hebdomadaires ou labellisés RSA. Alors vous allez me dire, mais ça c'est déjà un régime de la loi Sueur, ça, c'est 22-51-4 du Code général des collectivités territoriales. Oui, vous avez raison. Sauf que le Conseil d'État, le 10 mars 2021, nous a dit, tel que le texte est rédigé, ça ne s'applique pas la première année d'exploitation. D'où le besoin de modifier la loi pour qu'elle s'applique dès la première année d'exploitation. Autre volet, et oui encore un, le 5e, la déconcentration. Alors il n'y a pas de grande révolution sur la déconcentration, mais il faut avoir conscience que depuis 30 ans, il y a beaucoup de mouvements, et surtout depuis 5 ans, il y en a vraiment beaucoup de mouvements de déconcentration. Donc là, on a des petites choses, voilà, c'est la fin de mouvement. Le Sénat avait beaucoup d'ambition là-dessus. Bon, en réalité, on ne va pas très loin. Donc, le préfet est le délégué territorial de l'ADEME et de l'Office français de biodiversité. Il était déjà celui, par exemple, de l'Agence nationale du sport. Alors, on peut se dire, oui, c'est plus simple. Oui, mais ces organismes-là vous diront, hors caméra, hors micro, en ayant le préfet comme délégué territorial, le préfet, il fera bien ce qu'il veut. Il ne sera le relais de la politique centrale de telle ou telle agence que s'il le veut bien. Le préfet de bassin présidera le conseil d'administration des agences de l'eau, d'accord, et le préfet de département aux instances de l'agence pour les structures départementales. Délégation au préfet des départements, possible, des dotations de soutien à l'investissement public local, donc la DSIL. Le CEREMA, établissement public de l'État, va devenir un outil commun pour permettre de passer des commandes au CEREMA sans mise en concurrence par le UNANS en fait, voir dans quelles conditions, parce que les bureaux d'études sur le terrain risquent de faire un tout petit peu la tête quand même, et un cadre légal sera enfin donné aux maisons France Service, à ne pas confondre avec les maisons de service public. Voici la communication de l'État, voilà, que vous voyez, sur ce sujet. On continue. Et bien à la fin, voiture-balai, divers, simplification, etc. D'abord,
vous vous souvenez qu'il y avait la fameuse loi ESSOC, droit à l'erreur, société de confiance, 2017, qui prévoyait la possibilité de droit à l'erreur et plein de choses. Et dites-le nous une fois, c'est j'ai un partage d'informations entre administrations. S'il manque des documents, j'irai les chercher entre administrations ou je vais, s'ils sont pas bloquants, commencer le dossier. Eh ben, la loi 3DS va un peu plus dans ce sens pour prévoir des échanges entre administrations pour les informations qui seraient demandées par un tel ou un tel. Ce qui entraîne évidemment dans cette loi un assez gros volet droit à l'information, communication, RGPD, etc. Il y a également une grande base de données nationale de géolocalisation des adresses. Alors, soyons clairs, sur les voies, les actes de circulation, les limites de vitesse, les sens uniques, etc., vous avez déjà la base Fantoire que vous devez remplir. Là, et qui est très, très utile, et qui est surtout dans les GPS et autres, vous avez la même chose maintenant pour la géolocalisation des adresses. Et on nous confirme que les collectivités ont bien compétence pour dénommer les voies, le conseil municipal pour dénommer les voies, ce qui est objectivement une confirmation de la jurisprudence. Je l'ai mis par exemple ici la référence d'un théâtre de Rennes sur ce point, mais bon, voilà, ça va mieux en le disant dans la loi, ok, très bien. Plus important, on a tous pris soit du goût, soit du dégoût pour les visioconférences. Bien. En tout cas, on a vécu avec. Et puis avec la fin des lois à ce surpoint, on a cessé d'avoir des visioconférences pour les conseils municipaux, départementaux, régionaux, pas pour l'interco où il existe un régime. Sauf que ce régime, issu d'une ordonnance elle-même issue de la loi du 27 décembre 2019, est d'une rigidité, d'une lourdeur épouvantable, c'est pas de la vraie visio. On doit aller, et encore dans des conditions super lourdes, dans des centres où ensuite on sera en visio entre nous. Bon, allez, celui qui a rédigé ça était fatigué. On va passer à une vraie visio pour les intercos, les départements et les régions, même pour les commissions permanentes des départements et des régions, avec un régime qui est réellement souple. Pas pour les communes, mais à la commune, c'est quand même pas la même chose d'aller à la mairie du coin, à la conseil municipal, qui est au pire à un quart d'heure de chez moi, ou allez, une demi-heure dans certains cas, mais en général 2 minutes. Alors que pour l'interco département-région, c'est quand même vraiment autre chose. Voici le texte, d'ailleurs, sur la partie interco que je vous donne ici. CRC maintenant. Les CR, Chambre Régionale des Comptes, ou Chambre Territoriale des Comptes pour certaines parties du monde ultramarin, se retrouvent un tout petit peu désemparées. Elles devaient récupérer des compétences juridictionnelles importantes par la réforme de la responsabilité des comptables publics et des ordonnateurs. Or, cette responsabilité a été réformée par la loi de finances pour 2022 et que finalement dans le texte final il n'y a plus les CRC et d'ailleurs cette responsabilité elle-même ne s'appliquera que dans des cas plus limités que ce qui était prévu. Bon, mais les CRC par contre on leur donne une nouvelle compétence qui est de pouvoir être saisis par les départements, régions et métropoles, pas les autres, soit seuls, soit conjointement, avec un maximum de une fois seul et une fois conjointement par mandature, pour demander à la CRC d'évaluer les politiques publiques et les projets d'investissement structurants. Bien. Et avec un débat derrière, une communication, ça peut être tout à fait intéressant. Ça peut conduire à des tentatives de manipulation à déjouer, mais ça peut être intéressant. Il y a aussi un élargissement des mandats des régions pour certaines aides au développement via des plateformes de prêts d'honneur. Et puis, dans le texte, quelques éléments de financement participatif et de simplification comptable qui étaient dans le texte du Sénat, que je n'ai pour l'instant pas trouvé dans le texte final, mais je vais retourner parce que je vais vraiment vérifier que ça y est, ou pas. Il y avait le Sénat qui voulait absolument changer une nouvelle fois les règles sur qui fait quoi en termes d'autorité fonctionnelle pour les services communs. Ça n'est pas passé finalement. Tout un volet coopération transfrontalière, y compris sociétés publiques locales transfrontalières, sportifs étrangers, période d'apprentissage. Voici ici ce qu'il en est avec le document de l'État qui est assez intéressant. Quelques points débattus, qui ont été débattus dans le projet de loi, qui sont à suivre sur les sanctions aux manquements en matière d'assainissement notamment, ou de mutualisation au sein des structures de l'État, qui sont finalement pas passés, ou alors des tout petites choses, mais qui sont à suivre parce que le Sénat va pas lâcher là-dessus. Possibilité dès 20 000 habitants et non plus 50 000 habitants pour les communes et les intercos de faire des missions d'information et d'évaluation. Réforme pour ce qui est du Conseil national d'évaluation des normes. Je pourrais avoir des désignations sans le scrutin secret de mes délégués pour siéger dans un syndicat intercommunal ou dans un syndicat mixte fermé. Alors, je m'explique. Vous le savez,
Alors d'abord, il y a eu des textes spécifiques pendant la période covidienne, ça on oublie. Et deuxième chose, depuis donc plusieurs années, depuis presque 20 ans, on peut décider de ne pas voter au scrutin secret si à l'unanimité, on est d'accord pour s'affranchir du scrutin secret pour procéder à une désignation ou à une élection. Sauf quand un texte spécial nous impose le scrutin secret. C'est le cas par exemple pour l'élection du président ou du maire. Eh bien c'est le cas aussi pour l'élection des délégués au syndicat. C'était le cas, car la loi désormais nous permet également, à l'unanimité de l'Assemblée délibérante, de s'affranchir de cette contrainte, si on le souhaite, pour les syndicats mixtes fermés et les syndicats intercommunaux, les syndicats mixtes ouverts. Et on pourrait en débattre par envoi des statuts ou pas, la question pourrait être débattue. Il y a des réformes aussi sur le funéraire. Donc là, voici le texte brut, ici et là. Il y a tout un volet sur l'éthique et les entreprises publiques locales. Alors, la prise illégale d'intérêt, 432-12 du Code pénal, est une infraction dangereuse, très dangereuse, la plus dangereuse. Tombe dans le piège des gens honnêtes. Bien. Et des gens qui se retrouvent censurés parce qu'ils ont pris, reçu ou conservé un intérêt quelconque dans une affaire dont une administration a la surveillance. Sur recommandation de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Sénat, dans la loi sur la confiance dans l'institution judiciaire, a opéré une modification de l'article 432-12 pour dire que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt si dans la situation d'espèce, je ne voyais pas mon impartialité altérée. C'était fait en réalité largement pour les conflits d'intérêt public ou public, entreprise publique locale où je vais représenter ma collectivité, ce genre de choses. Eh bien, le volet à côté de la loi pénale, collectivité territoriale, sur le fait que je ne suis pas obligé de leur sortir de la salle, etc., se retrouve dans ce texte pour les SPL et autres entreprises publiques locales, notamment. Il y a également d'autres règles de prévention des conflits d'intérêts, la possibilité de recourir à un référent déontologue pour l'élu local, comme les parlementaires au Parlement, et des ajustements à la demande même de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sur les obligations déclaratives. Il y a aussi un gros volet outre-mer, pharmacie à Mayotte, le port de Saint-Pierre-et-Miquelon, un statut enfin pour pour Clipperton, financement participatif pour les terres australes françaises, les maires qui peuvent participer au congrès des élus de la Guadeloupe, des évaluations environnementales groupées, Mayotte, Guyane, etc. Ouf, beaucoup de petites choses qui se retrouvent. Et puis, voici une carte qui nous montre aussi toute une série de mesures qui sont spécifiquement territoriales. J'ai cité tout à l'heure Strasbourg, l'immobilier en Corse ou Aix-Marseille, ou le Mont-Saint-Michel. On a aussi l'EPNAC, l'établissement public en matière de sociaux et médico-sociaux. On a le volet sur la rivière Nest, donc dans le sud-ouest, etc., etc. Bon, les Rats du Pin, établissement public qui est dissous. Et dont on défixe les dévolutions, qui est repris par le département, donc dans l'Orne. Bon, voilà. Est-ce qu'on a une grande loi? Non, on n'a pas une grande loi. C'était pas l'objectif de la ministre de toute manière. Est-ce qu'on a une loi qui adoucit et simplifie beaucoup de choses? Oui. Est-ce qu'on a 2-3 truismes rappelés de manière clinquante? Oui, comme dans pratiquement toutes les lois sous toutes les majorités. Mais on a quand même des principes qui sont évoqués, qui sont rappelés. On a pas mal de mesures de souplesse. C'est pas le grand soir, mais il y a beaucoup de choses à intégrer, digérer, et plutôt dans le sens de la souplesse, même si, bien sûr, comme toujours, quand on a un immense texte de loi qui nous tombe dessus, on a envie de pester, et deux, des difficultés rédactionnelles qui nous sautent aux yeux, mais il y a beaucoup de choses qui ont le mérite d'exister, avec un seul inconvénient, c'est qu'elles sont un peu dures à digérer car le texte est gros, indigeste et rédigé de manière très technique. J'ai essayé d'atténuer ce défaut par cette petite vidéo. J'espère avoir réussi à vous montrer quelques éléments de ce texte. En tout cas, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Les prochaines, on essaie de les faire un peu plus légères. À bientôt, merci, au revoir.